Vous écoutez Cinéphile de notre temps. C'est bon pour vous. On va faire comme d'habitude. D'accord. Petite présentation, petite citation de Clément. Ouais. Et ensuite on déroule. Ouais. C'est parti, si tu te sens prête. Ouais. Notre invitée est monteuse et réalisatrice. Formée à la Fémis, son court-métrage de fin d'études Clean With Me After Dark, puis la série qu'elle a co-réalisée pour Arte, Femmes sous algorithme, utilise des images d'Internet pour raconter un rapport avec le quotidien, qui est au premier abord ludique et presque drôle, mais qui s'épaissit et s'assombrit au fur et à mesure qu'on creuse à l'intérieur pour devenir tout à fait politique. La cinéphilie de notre invitée creuse également ce sillon entre jeux J-E-U-X, mélancolie et voix politique. Elle va des séries les plus populaires jusqu'à certains courts-métrages expérimentaux, en passant par des films d'auteurs français et d'ailleurs. Et c'est parmi ces grands écarts, semble-t-il, que notre invité cherche sa maison, son chez-soi. Bienvenue, Gabrielle Stemmer, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui à notre micro et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, on va commencer par une très courte citation cette fois. Si mettre en scène est un regard, monter est un battement de cœur. Et donc, c'est une phrase de Jean-Luc Godard dans son texte « Montage, mon beau souci ». Je ne sais pas si cette phrase-là ou ce cinéaste résonne particulièrement, mais... C'est sûr que oui, Godard, c'est quand même les films de montage. Enfin, c'est ce qu'on dit, où le montage a une place très importante et où il se voit beaucoup. Et c'est ça qui donne le rythme de ces films, d'où cette image du battement de cœur qui est très belle, effectivement. Mais sinon, les films de Godard, je pense que c'est des films que j'ai beaucoup aimés quand je les ai découverts, à cause justement de ce choc d'une grammaire très différente, de ma cinéphilie qui était beau. Enfin, Godard, c'est classique aussi, mais qui était encore plus classique. Et je les aime moins maintenant. Je pense qu'il y a quelque chose du choc au début quand on les découvre. Et ça, il fait peut-être pas partie de mes opinions controversées. Il fait pas partie de mes cinéastes préférés. Mais c'est une belle citation. Et parce que peut-être que tu t'es habituée à son cinéma ou c'est plus qui te touche moins ? C'est vrai que c'est au fil des revisionnages que je me suis dit, tiens, en fait, je pense que les thématiques me parlent moins. C'est aussi... c'est quand même aussi un cinéma, je trouve, qui est compliqué avec l'image de la femme. Donc, il supporte mal les revisionnages pour moi. Sur certains films, pas tous. Et puis ça reste bien sûr des films très importants de l'histoire du cinéma. Mais c'est pas des films auxquels j'adhère complètement, quoi. On va commencer par dresser ton portrait. Et on t'a demandé en première question si tu étais un geste au cinéma, lequel serais-tu ? Et tu nous as répondu par un geste de montage. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, j'ai dit la coupe, oui. C'est vrai que j'aurais pu dire le raccord aussi, mais il n'y a pas de raccord sans coupe. Donc, je me dis que la coupe était première. Et c'était effectivement pour souligner mon travail en tant que monteuse aussi, qui est une part très importante de ma cinéphilie aussi aujourd'hui. Et la coupe... Moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois justement les effets comme le battement de cœur ou les choses vraiment qui peuvent ponctuer le film et le faire basculer vers des choses inattendues, etc. Mais c'est aussi dans le travail de montage, je pense, en vrai, le geste le plus important et à toutes les étapes du montage, c'est-à-dire au début quand on commence à sélectionner des choses, après quand on commence à faire les raccords, et puis il y a toujours un moment... vers la fin du montage où le film, d'un coup, perd 20 minutes parce qu'on fait des vraies coupes qui changent généralement la structure, etc. Et donc, la coupe évolue au fil du montage et c'est quelque chose que j'aime beaucoup observer. Je me souviens que tu avais participé à une émission sur France Culture qui s'appelait « Par les temps qui courent » avec Marie Richeux. Elle avait parlé pendant une semaine des images avec plusieurs professionnels, dont toi. Et ils avaient parlé de la coupe aussi comme une manière de relier des images. C'est-à-dire, ça permettait de relier 3 images différentes. Et donc là, on parle un peu de la coupe comme quelque chose qui permet de ramasser un peu une séquence, mais aussi comme quelque chose qui relie et qui fait des liens qui ne seraient pas possibles autrement. Qui se voit.
Aussi, parce qu'un raccord, on le voit peut-être moins, c'est peut-être pas son but, alors que la coupe, j'ai l'impression que c'est lié des choses qui, effectivement, sont... Oui, ou c'est aussi l'image de la sculpture que certains monteurs prennent, par exemple, où en fait faire arriver le film, c'est couper les bouts qui ne font pas partie du film, en fait. Mais c'est effectivement, c'est quand on coupe d'ailleurs dans le logiciel, on peut couper et ça rassemble ce qui était sur les côtés, quoi. Et c'est souvent... on a le choix, quoi. Soit on les fait se ressembler, soit on laisse un trou, mais c'est quand même rare. Et donc, c'est la touche X sur le clavier. Donc, la coupe, c'est le X. Et tu nous l'as dit aussi de manière assez enthousiaste dans ta réponse, tu as mis un point d'exclamation. Donc, on sentait qu'il y avait une joie aussi de faire la coupe, d'appuyer sur X. Je reconnais qu'on m'a peut-être appelée la bouchère quand j'étais à la Fémis. Je suis plutôt connue pour couper. Voilà. Est-ce que tu as des coupes, toi, dans des films qui t'ont particulièrement marqué, où tu les as vraiment vues, ou justement, tu ne les as pas vues au premier abord, et quand tu les as revus, les films, tu as vu à quel point cette coupe était importante? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de films, effectivement, où la coupe, c'est aussi ce qu'on remarque, quoi. C'est-à-dire quand il y a une coupe brusque, puisque sinon, effectivement, ça ne se voit pas dans les raccords. Je vois pas là tout de suite d'exemple. Mais oui, même moi, quand je monte des films, les fins de séquence, voilà, on essaie généralement d'alterner et qu'il y ait des moments où ça coupe sec pour justement bousculer la suite du film et réveiller un peu le spectateur. Alors, sans transition maintenant, comme tu as un cinéma qui s'intéresse vraiment au cadre domestique, on t'a demandé si tu étais une chambre au cinéma, laquelle serais-tu? Et alors, tu nous as pas répondu par la chambre la plus rassurante parce que tu as choisi la fameuse Room 237 dans Shining. Oui, c'est vrai que... alors, en fait, pour tout vous dire, je pense qu'à chaque réponse aux questions, j'aurais pu dire Jeanne Dillman d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai essayé de contourner et de la garder voilà, à un seul endroit. D'ailleurs, pour la coupe, le geste, au début, je pensais à l'épluchure des pommes de terre, qui est aussi une coupe. Mais oui, donc la chambre 237. Shining, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai revu beaucoup de fois aussi, et qui est un film qui... je trouve vraiment gagne à chaque revisionnage, voilà, parce c'est Kubrick bien sûr est quelqu'un qui filme très maîtrisé, et donc plus on les revoit, plus on se rend compte de cette maîtrise-là. Et j'ai répondu aussi Room 237 parce que il se trouve que mon premier court-métrage que j'ai fait à la Fémis, c'était un exercice de trucage. Voilà, il fallait qu'on s'entraîne au trucage. Et moi, je voulais m'entraîner aux incrustations. Et donc, j'ai fait un faux documentaire qui était une séquence retrouvée d'un film qui s'appelle Room 237 de Rodney Asher, je crois. C'est ça. Voilà, c'est ça. Qui est un film super, qui est un documentaire sur les théories du complot dans Shining, où on entend différentes personnes voilà, expliquer ce qu'elles pensent avoir vu dans Shining, et tout est monté sur des images du film ou d'autres images de télé, d'archives. Et donc moi j'avais fait une séquence retrouvée de Room 237 où j'avais une petite théorie un peu tirée par les cheveux, et j'ai incrusté des choses dans Shining pour que ça marche. C'est vrai. Et d'ailleurs, parce qu'on l'a vu pour préparer cette émission, et à la fin de ton générique, tu écris « Il contient des images de Shining ainsi que des trésors de l'Internet ». Et donc on se demandait si cette chambre 237, c'était la chambre qui avait permis de faire rentrer un peu d'impureté d'Internet dans ton travail, justement. Je pense, en fait, effectivement, c'est drôle, j'avais oublié que j'avais écrit ça dans le générique, et c'est vrai que c'est 1 an avant que je fasse Clean With Me After Dark, qui est un film fait uniquement avec des images d'Internet. Donc, c'est marrant de voir comment on a des choses qui nous travaillent, en fait, depuis longtemps et qui réapparaissent. Mais oui, je pense que c'est... voilà, déjà, j'avais envie de faire un faux documentaire, et donc... comment dire, de copier l'esthétique du film documentaire dans un film de fiction. Je pense que j'avais envie, ou plutôt, c'est pas que j'avais envie, c'est que c'était une manière pour moi d'envisager la réalisation à côté du tournage. Même s'il y a eu un tournage pour l'interview, mais un tournage simple en termes d'image, je pense que j'avais déjà un peu envie de m'échapper un peu de cet aspect-là. Et si on en revient au film de Kubrick, cette chambre, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Est-ce que c'était une source d'inquiétude ou une source de fantasme
Plutôt de comique. Moi, Shining, c'est aussi un film que je trouve très drôle. C'est pas un film qui me fait peur. Je regarde pas énormément de films d'horreur parce que il y a plein de films qui me font très peur et que j'ai pas envie de voir. Shining ne travaille pas des choses qui me font peur, moi, personnellement. Donc, c'est plutôt une chambre très ludique pour moi. Aussi parce que le film Room 237, voilà, a un peu pris le pas sur tout ça. On t'a demandé ensuite si t'étais une scène de danse au cinéma, laquelle serais-tu? Est-ce que tu te souviens de ta réponse? Oui, j'ai répondu la scène de la marionnette dans La double vie de Véronique de Kieslowski. Exactement. Est-ce que tu peux nous la raconter un tout petit peu? Parce que c'est une scène de danse particulière qui n'est pas une scène dansée par des êtres humains, enfin pas tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle m'est pourtant venue assez vite. J'aime pas tellement les scènes de danse dans les films, les scènes de soirée, j'aime bien dans les comédies musicales, mais il y a un peu un côté passage obligé de la scène de danse dans les films français aussi notamment. Et là, j'ai répondu cette scène-là parce que déjà, c'est un de mes films préférés, La double vie de Véronique. Je pense que c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma quand je l'ai découvert vers 14 ans ou quelque chose comme ça. Et cette scène, elle est très belle. C'est en fait la scène de... Il se passe plein de choses dans cette scène. C'est la scène de rencontre entre le personnage de Véronique et le marionnettiste, mais qui se passe par l'intermédiaire de cette marionnette, puisque tout le monde c'est une école d'enfants qui vient voir le marionnettiste vient montrer ce spectacle. Et c'est une scène dans mon souvenir qui joue beaucoup sur le clair-obscur, où la marionnette est séparée du reste du monde. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, à part la main du marionnettiste, on ne voit pas ce qui se passe autour. Et en fait, à la fois, cette scène qui est donc muette, qui sur la très belle musique de la double de Véronique, c'est une scène qui, en fait, rejoue ce qui se passe dans le film, mais on ne sait pas encore, on n'a pas encore compris, puisque c'est une marionnette qui se casse la jambe en dansant, alors que Véronica, dans l'autre partie de la double de Véronique, se casse la voix, meurt en chantant sur scène. Et en fait, cette scène, il y a le contre-champ, c'est la salle avec tous les regards émerveillés des enfants, un peu effrayés d'ailleurs aussi. Et il y a le visage d'Irène Jacob au milieu qui se détourne du spectacle pour regarder plutôt le visage du marionnettiste dans le reflet, il me semble. Donc c'est une première rencontre indirecte. Et c'est une très très belle scène, je trouve. Toute la scène semble très onirique, presque effrayante, comme tu as dit, parce que baignée de ce verre un peu bizarre. Oui, qui est de mémoire la couleur de la scène pendant la mort de Véronica, donc qui est aussi très bizarre, qui est filmée un peu en... Il y a une chanteuse qui devient complètement effrayante, elle est en contre-plongée, et tout est baigné de cette lumière un peu surnaturelle. Un peu vers Matrix. Voilà, je pense que c'est un rappel de cette scène-là, d'où le choix de ce verre étrange, effectivement, qui vient casser un peu la douceur de l'image. Et pourquoi ce film, il t'a donné envie de faire du cinéma ? Je pense que c'est un film déjà très beau, donc je pense que ça m'a touchée dans ce sens-là, et que ça m'a donné envie de participer à des objets qui pouvaient être aussi beaux, tout simplement, je pense, dans un premier temps. Et c'est aussi un film assez complexe, en fait, pareil, que j'ai revu beaucoup de fois, et qu'en fait, j'ai vraiment compris au bout de 5 ou 6 visionnages, parce que l'histoire, en fait, est assez ténue,
elle est aussi surnaturelle. Et en fait, le temps qu'on comprenne en fait vraiment ce scénario, pourtant sur le papier qui devait être assez simple, je trouve que il faut passer par beaucoup de visionnage. En tout cas, moi, ça avait été mon cas. Et je crois que Kieslowski, je crois qu'il y a eu énormément de temps au montage et qu'il a fait énormément de versions. Et je crois qu'il y a une anecdote qui dit que au moment où il est sorti en salle, il est sorti dans 17 salles parisiennes et il avait envie de faire au départ 17 montages différents pour chaque salle. Pour chaque fin différente aussi, il me semble. Oui, Ah ouais. je crois que c'est ça, oui. Mais c'est vrai qu'il a une fin en plus un peu étrange, ce film, et que sa construction est étrange. Et au début, on ne sait pas trop où on est. Je me souviens d'ailleurs que quand j'ai découvert le film, je l'ai vu en DVD et ça commence en polonais. Et j'ai cru qu'il y avait un problème parce que je pensais que c'était un film français. Enfin, voilà, et donc, j'ai passé du temps dans le menu et j'ai vraiment compris tardivement. Donc, j'ai dû recommencer le film. Bon, mais en tout cas, je ne savais pas cette histoire de montage et ça m'intéresse beaucoup parce que, enfin, moi, c'est ça mon fantasme ultime, c'est si je pouvais assister à tous les montages de tous les films. J'aimerais tellement que ce soit possible. J'aimerais savoir ce qu'ils ont coupé. Enfin, j'ai lu le scénario. Je me souviens plus s'il y avait beaucoup de différences, etc. Mais je trouve ça vraiment fascinant, quoi, de me dire, ah ouais, il a 17 montages différents Enfin, 17 montages de fin. Je crois que c'était la fin. Ah oui, voilà. Mais qu'il a beaucoup monté le film de manière générale. Oui, d'accord. Ouais. Non, j'aimerais vraiment savoir pourquoi. Et en plus, c'est un film... alors, je sais plus s'il a coupé aussi net, mais c'est un film en 2 parties, vraiment, quand même. Oui. Partagé, Alors, coupé entre 2 personnages. Ah, il y a des échanges entre les deux, évidemment, mais... Oui, c'est clairement coupé. Après, dans mon souvenir, c'est pas au milieu du film, c'est plutôt le premier tiers et la suite. Et c'est un film qui a des cadres aussi très étranges, des fois très expérimentaux. Justement, quand Véronica meurt... il me semble qu'on est dans un point de vue un peu divin. La caméra, d'un coup, suit comme son âme qui s'échappe de son corps. Tout ça dans un film pourtant très cohérent, c'est-à-dire esthétiquement. Je pense qu'après, voilà, la lumière et la musique, ils sont pour beaucoup. Justement, on va changer un peu de régime d'image. Là, tu nous as évoqué des images qui étaient faites pour le cinéma, vraiment qui ont été pensées et réalisées pour le cinéma. Et vu que tu travailles énormément avec des images que beaucoup ont appelées impures, on voulait vraiment te poser des questions par rapport à ces images-là. Et on t'a demandé quel était ton rapport donc, à ces images qui sont peut-être parfois des images plus informationnelles ou plus communicationnelles qu'on voit à la télé, sur les réseaux, sur Internet. Voilà, quel était ton rapport en tant que créatrice et spectatrice surtout à ces images. Et là, tu nous as cité un film qu'on a vraiment découvert qui s'appelle Reality de Tina Satter qui est sorti en 2023. Oui, et d'ailleurs, je me rends compte que c'est pas du tout les images qui sont impures dans ce film. Enfin, c'est un peu à côté finalement de votre question, mais c'est le mélange. Oui, c'est ça. Reality, oui, qui est sorti l'année dernière, qui est un film qui remet en scène des archives audio en fait qui sont rejouées. Et moi, je trouve le film vraiment génial parce qu'il y a, on dirait un peu Twin Peaks en fait des fois. Alors, enfin. C'est un peu long à expliquer tout le film, mais c'est une sorte d'interrogatoire du FBI qui est rejoué, sauf que il recopie aussi la temporalité du réel de cet interrogatoire, qui en fait, séparé des vraies images et remis en scène par ces images destinées au cinéma, est complètement à côté de ce qu'on a l'impression qu'est le rythme réel d'une conversation ou d'un interrogatoire de police dans les films plus classiques dont on a l'habitude.
Et du coup, il y a des scènes où d'un coup, on entend quelqu'un qui parle, on ne sait pas d'où il sort. Je sens qu'il y a un type qui ouvre la porte, qui demande un cure-dent en plein milieu de l'interrogatoire. Et en fait, comme il rejoue les silences sans forcément les interpréter de manière particulièrement expressive, c'est juste des pauses un peu bizarres. Et voilà, ça me fait vraiment penser à Twin Peaks à plein d'endroits, alors que c'est basé sur ce qui est le plus réel possible, c'est-à-dire un interrogatoire du FBI, quoi. Oui, le scénario, c'est vraiment l'interrogatoire au mot près. C'est ça. Il me semble qu'au début, le code est un peu donné avec... Je crois qu'on entend l'enregistreur. Voilà, c'est ça. On n'entend pas de son tant que l'enregistreur n'est pas enclenché. Je crois que c'est ça. Et on voit l'onde sonore aussi. Oui, c'est ça. Et des fois, de temps en temps, voilà, il déroge bien sûr à tout ça. Il y a à la fois des bouts où on voit l'onde sonore. Il y a aussi des moments où, quand ça a été caviardé, l'image se fige. Et le son un peu aussi devient... C'est ça, on sent qu'on nous cache un peu quelque chose. Mais oui, je trouve que c'est un film vraiment, vraiment super. C'est vrai que moi, dans mon processus d'écriture de mes films, j'ai du mal à ne pas avoir à la base une matière qui est déjà là, qu'elle soit audio ou vidéo. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que je suis monteuse, c'est-à-dire que j'ai déjà les images quand je commence à travailler. J'ai besoin de ça plutôt que de partir de rien, comme quand on écrit un scénario. Et je trouve qu'il y a quand même assez peu de films de cinéma qui jouent de tout ça, alors que moi, personnellement, dès qu'un film joue un peu avec soit des images on va dire hétérogènes ou voilà, des archives sonores, je suis très intéressée et voilà, je suis pas la seule. Mais là, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que au-delà des archives sonores, il y a aussi quelques captures d'écran des réseaux sociaux, de la vraie reality aussi, oui, c'est vrai. et qui sont intégrés de façon assez intelligente aussi. Enfin, c'est pas gratuit, il y a vraiment... c'est une matière qui est beaucoup plus... Oui, il y en a moins, mais elle est bien utilisée quand même. Oui. Et ça devient en fait un incontournable de plein de films. Enfin, c'est plutôt ou de séries, d'enquêtes, parce que toutes ces images des réseaux sociaux, notamment des profils, font partie de notre quotidien et de la vie des gens dont on raconte l'histoire. Donc, c'est une manière de les présenter, et on va de plus en plus avoir du mal à se passer de tout ce qui touche au flux numérique pour raconter la vie intime des gens, puisque c'est tellement une grande partie de notre vie intime et quotidienne. Notamment pour ce qui est du documentaire, c'est quand même une malle d'archives infinie, quoi, Internet. Et c'est ça qui m'a intéressée quand j'ai fait mon film de fin d'études de Clean With Me After Dark. En fait, c'est aussi en le faisant que je me suis rendu compte que c'était des archives documentaires et qu'elles étaient à la portée de tous, et qu'en fait, si on prêtait un peu l'oreille ou les yeux à tout ça, on avait accès à des choses très précises, très concrètes, auxquelles jusqu'à présent on n'avait peut-être pas accès aussi. Je pense notamment à la parole des femmes sur Instagram. Je les ai entendues dire des choses que j'avais jamais entendues ailleurs. Aussi parce que, par exemple, dans une story Instagram, une femme peut prendre la parole de manière totalement, sans aucun intermédiaire, et elle peut s'adresser à des dizaines de milliers d'autres personnes sans que personne ne monte ce qu'elle dit ou ne censure quoi que ce soit, dans le domaine qui m'intéresse. Et ça, c'est complètement nouveau, quoi, d'avoir une parole sans aucun intermédiaire disponible. Et c'est aussi le dispositif qui permet ça, parce qu'on a souvent dit que c'était pas forcément la parole qui se libérait, mais plus le cadre d'écoute qui avait changé. Et comme tu dis, elles ont un dispositif à leur portée de main. À portée de main, plutôt. Oui. Elles peuvent produire leurs propres images, en fait. Elles ont leurs propres instruments de production. Après, elles utilisent des réseaux qui font partie de grands groupes, etc., mais qui, voilà, dans ce qui les concerne, elles ne sont pas concernées par la censure ou quoi que ce soit. Donc, là, en l'occurrence, c'est la question de l'espace domestique, quoi, qui d'un coup s'ouvre et devient public. Et donc, bien sûr, se modifient, elles se mettent en scène. Il y a plein de pincettes à prendre, mais c'est quand même une matière complètement nouvelle. Ça nous donne une parfaite transition pour parler de ton film préféré, je crois bien. Parce qu'on t'a demandé ensuite, par rapport à ton film de fin d'études et par rapport aux obsessions qui semblaient te travailler, s'il y avait un film qui t'avait pris à partie en tant que spectatrice, comme toi tu prends à partie le spectateur dans ton film,
comme si c'était n'importe quel internaute. Et là, tu nous as cité le fameux Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, de Chantal Akerman. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Oui. C'est... oui, la question, c'était un film qui prenait à partie. Alors, au début, je me suis dit, ça veut dire quoi vraiment prendre à partie ? Parce que pour moi, il y a quelque chose d'assez violent dans prendre quelqu'un à partie. Après, je suis allée voir la définition, mais qu'est-ce que ça veut dire prendre à... En fait, c'est pas forcément violent, mais pour moi, c'était un truc un peu violent. C'était prendre quelqu'un et l'asseoir devant quelque chose et lui faire regarder, par exemple. Et je trouve que c'est ça que fait le film de Chantal Akerman. C'est qu'il t'oblige à être assis et à regarder ce plan infini d'un épluchage de pommes de terre, par exemple, mais qui est infini parce que ce qu'il représente, et à cette durée-là, c'est la vraie durée, plus ou moins, en vrai c'est plus court d'ailleurs, des choses, mais c'est pour nous faire ressentir la durée pure, et donc nous aider à être plus proche de ce personnage quasi muet, quoi. Et donc je trouve qu'en ça, c'est un geste très fort de prise à partie du spectateur, de l'obliger à regarder et à aussi lui laisser la place de réfléchir à ce qu'il est en train de voir et de se poser des questions et du coup d'être concerné par le film. Et moi, ce film, je l'ai vu pareil plusieurs fois, mais je l'ai vu qu'une fois au cinéma et c'était très récent puisqu'il est ressorti là en 2023. Je l'ai vu au Reflet Médicis à Paris. Et j'étais très contente de le voir sur grand écran et ça a vraiment changé aussi ma perception du film. Parce que je me suis rendu compte qu'il était en fait pas si lent que ça. Après, je l'avais déjà vu, mais... Et surtout, les gens qui étaient dans la salle, je les sentais très tendus. Et c'est un film, en fait, qui va assez vite. C'est-à-dire, donc ça raconte le quotidien d'une femme une femme au foyer qui élève seule son fils et qui, pour avoir de l'argent, se livre aussi à la prostitution. Mais tout ça montré de manière très clinique, comme des tâches domestiques, quoi, avec beaucoup de portes, de couloirs, tout se passe pratiquement dans cette maison. Et il y a 3 journées, je crois, dans Jeanne Dielman. Et en fait, dès la première journée, ça commence à vriller. Alors que dans mon souvenir, c'était vraiment au bout d'un long moment qu'on avait compris sa mécanique, que ça se déréglait. Et en fait, non, dès la première journée, je sais plus, elle a plus de pommes de terre ou son bouton est mal mis. Il y a une tension. Il y a une tension. Et je me rappelle de cette séance où quand elle a raté son bouton en mettant son chemisier, mais toute la salle a frémi. Et je me dis, c'est quand même fou de réussir à faire frémir une salle parce qu'elle se trompe de bouton, quoi. Et donc, en ça, je trouve que c'est un film qui prend vraiment à partie le spectateur. Et moi, je trouvais ça assez beau, en fait, comment ton film dialoguait avec... Clean With Me After Dark, comment il dialoguait avec Jeanne Dielman. Parce qu'en effet, il prend à partie le spectateur. Mais moi, je trouve que tu vas encore plus loin dans ton film. C'est-à-dire que Chantal Akerman nous montre la vie d'une femme au foyer et nous prend à partie pour dire c'est ça le quotidien des femmes qu'on ne montre jamais, que pourtant tant de gens voient tous les jours. Et toi, il y avait quelque chose dans ton film où tu vas regarder des femmes au foyer américaines, très loin de chez toi, qui se mettent en scène pour faire semblant presque qu'elles ont un cadre de vie exceptionnel et en même temps qui parlent qu'elles sont dépressives, qu'elles ont un quotidien difficile. Et il y a toute une séquence à la fin où tu vas voir où elles habitent. Tu vas sur Google Maps et tu vas voir où elles habitent. Et moi, j'ai presque senti que tu avais envie d'aller chez elles pour les aider. Enfin, il y avait quelque chose à la fois d'un geste très beau, de vouloir venir les aider, d'aller les chercher un peu, et en même temps cette impossibilité très concrète de c'est pas possible, quoi. Ce n'est qu'une image et même les maisons on reste à l'extérieur tout le temps. Je trouvais qu'il y avait quelque chose comme si tu avais fait un petit pas de plus après Chantal Akerman. En tout cas, le moment dans mon film où effectivement je vais voir leurs adresses, c'est vraiment un petit pas que j'ai fait en plus de ce que je savais déjà d'elles quand j'ai fait le film, parce que j'étais pas allée voir où elles habitaient. Enfin, j'étais pas allée voir. Et en fait, c'est pour le film, je dis je vais mettre la ville pour voir. Et là, j'ai vu que la ville, en fait, elle avait qu'une rue. Et ça m'a complètement bouleversée, en fait, parce que je connaissais ces vidéos, je savais tout le côté sombre qu'elles avaient. Mais découvrir qu'en fait, il y a qu'une rue et que donc, elle sort jamais de chez elle, en fait, parce que le savoir, c'est une chose. Mais le voir dans une image, en fait, c'en est une autre, quoi. Et effectivement,
je me suis dit, en fait, c'est vraiment ce qu'on voit dans le film, quoi. Et je suis contente que ça se sente parce que c'est juste une souris qui scrolle. C'était un peu tout l'enjeu, quoi. C'était que cette souris, j'arrive à la rendre la plus humaine possible dans le rythme. Et puis, bien sûr, derrière tout ça, il y a la parole en l'occurrence, c'est Jessica qui raconte son histoire qui est très triste. Donc, ça aide, bien sûr, à créer ce sentiment-là. Mais c'est vraiment, oui, une tentative de me rapprocher et de faire toucher vraiment du doigt la réalité concrète de leur vie en allant de l'autre côté de leur vidéo, puisque leur vidéo ne montre que l'intérieur de leur maison. Et donc, si d'un coup, on voit l'extérieur de la maison, ça ouvre tout un hors-champ, quoi. Ces images que tu travailles beaucoup, ces images d'Internet, ces images, encore une fois avec des grosses guillemets, impures, en les travaillant justement, tu parles certaines fois de faire sortir leur mauvais jus et d'avoir parfois cette impression quand on regarde ces images d'un malaise. T'en parlais un petit peu dans Reality là, juste tout à l'heure, qu'il y avait parfois des sensations de malaise en travaillant, en laissant des blancs ou en faisant vivre des moments qu'on n'aurait pas forcément fait vivre comme ça sur le papier. Et donc on t'a demandé si tu avais déjà ressenti cette espèce de cette impression de malaise dans un film qui avait travaillé ces images. Et là, est-ce que tu te souviens de ta réponse ? J'avais failli mettre Jeanne Dielman. J'ai dû mettre le court-métrage de Jean-Gabriel Perriot, Utel était criminel. Exactement. Qui est pareil, un souvenir de visionnage assez fort. J'avais découvert ce film d'ailleurs à la Fémis pendant un cours. Dans une salle de cinéma ou... Une toute petite salle de cinéma, mais qui avait quand même un écran. C'était quand même une petite salle de cinéma. Et j'étais accompagnée, on était les monteurs, donc on devait être 6, quoi. Et je trouve que c'est un film, pour le coup, qui joue beaucoup sur le malaise. Hein. Après, voilà, je vais en parler comme de mon expérience à moi en tant que spectatrice. Je sais pas, j'ai pas lu de propos de Jean-Gabriel Perriot sur ce film. Hein. Mais moi, quand je l'ai vu, en fait, le film, il utilise des archives de la Libération au moment où on a tondu des femmes. Et il dure 7 ou 8 minutes. Et il y a, je crois, la Marseillaise pendant tout le film, mais complètement déformée, avec un écho. Donc déjà, ça place dans une atmosphère assez angoissante. Et en fait, ces images qu'on a plus ou moins l'habitude, en tout cas qu'on a déjà vues, on a déjà vu dans des manuels d'histoire une photo de femme tondue. Ce que fait Jean-Gabriel Perriot, c'est qu'il recadre ces images-là, alors, dans mon souvenir, progressivement, pour que, plutôt que au centre, on ait la femme en train de se faire tondre ou allant se faire tondre, qui pose la question quand même, ça nous incite à nous dire, est-ce qu'elle est coupable ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? A-t-elle mérité son châtiment ? C'est l'image à laquelle on est habitué. Il décadre, il va plus vers les hommes, la foule d'hommes autour, et en fait, d'avoir ces visages isolés d'hommes en train de lyncher une femme, d'un coup, ça décale complètement ce qui est en train de se jouer à ce moment-là, ce qui se joue de manière plus générale entre les hommes et les femmes. Et c'est un film un peu fantomatique qui joue en plus sur des images réelles. Donc il y a tout ce côté de spectres quoi, qui sont devant nos yeux. Et donc c'est un film qui met très mal à l'aise parce qu'il nous invite aussi à recentrer décadrer notre regard et à regarder autrement des images très connues. Mais surtout que ça fait basculer ces images dans un registre complètement différent, ce recadrage, ou même ces ralentis, parce qu'au début, le film a une vitesse normale, ou accélérée, je sais plus, puis ensuite, c'est un ralenti très, très... Oui, en tout cas, c'est l'impression qu'on en a, c'est que ça ralentit, c'est effectivement. Ça. Et puis ce recadrage fait passer les images du côté quasiment du symbolique aussi, parce que ces hommes qui font lever de la victoire... on pourrait considérer que c'est même des cornes de diable, oui, ou quelque chose de très... c'est ça. Et ça devient plus qu'inquiétant.
C'est vraiment... Oui. Et c'est vrai que j'avais pas fait directement le lien entre mon film et celui-ci, mais dans Clean With Me, j'ai vraiment aussi recadré des fois dans des éléments de la maison pour faire ressortir ce côté, mais complètement absurde, en fait, notamment... moi, j'aime beaucoup dans ces maisons-là, dans les vidéos YouTube, elles ont souvent des mots au mur qui sont des sortes de mantras très positifs, ou juste des mots, des fois, genre family en énorme, et qui sont un peu ce sont des éléments de décoration normalement, mais là, quand on les voit enfermés chez elles avec des sortes de slogans partout qui leur rappellent qu'en fait, il faut qu'elles soient heureuses ici, que c'est leur place, qu'elles font... des fois, c'est des messages qui les remercient, mais on se dit, en fait, elles sont allées les acheter elles-mêmes. C'est elles qui les ont mis là. Enfin, c'est vraiment d'une tristesse et d'une violence folle, quoi. Et juste zoomer sur ça, pareil, ça permet de déréaliser ces images, mais aussi effectivement de faire sortir leur symbole, enfin, leur dimension symbolique et violente. Alors là, ça va être assez difficile de faire une transition parce que dans cette grande rubrique, on t'a ensuite demandé un film ou une série qui t'a maintenu éveillé toute la nuit. Et alors là, je sens que tu te souviens de ta réponse déjà. J'ai répondu Grey's Anatomy. Et alors nous, on a beaucoup de choses à en dire et beaucoup de questions, mais est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi déjà ? Déjà, il n'y a pas un film qui m'a... Enfin, pour moi, le fait d'être réveillé toute la nuit, c'est parce qu'on veut regarder la suite. Donc, tout de suite, ça m'a fait penser aux séries. Et bon, je me suis dit, quelle série ? Donc, il y en a plusieurs, en vrai. Il y a aussi... c'est plutôt des séries américaines, hein, Homeland, ou alors Le Bureau des légendes, même. Enfin, il y a eu plusieurs séries où je suis restée éveillée toute la nuit. Mais Grey's Anatomy, c'est la première, c'est pour ça. Aussi parce que ça a tout simplement coïncidé avec... j'ai regardé Grey's Anatomy, il y avait déjà plusieurs saisons qui étaient sorties, donc c'est le moment où j'avais un ordinateur et des DVD. Et donc j'ai vraiment pu rester toute la nuit à regarder Grey's Anatomy. Et t'avais quel âge à peu près à ce moment-là ? Je pense que j'avais 18 ans. Okay. Et avant ça, je ne pouvais pas rester toute la nuit à regarder quelque chose parce que je n'en avais pas les moyens matériels. Voilà. Donc... Et il se trouve, alors Grey's Anatomy, j'ai arrêté au bout d'un moment, ça continue toujours. Oui, il y a 19 saisons maintenant. Voilà, donc j'ai arrêté vers la saison 7, je pense, en vrai. Mais j'aimais beaucoup. Et c'est une série qui est... alors depuis, il y en a plein qui ont les mêmes mécanismes, ou même peut-être qu'elle a repris des mécanismes d'autres séries, hein, je ne suis pas spécialiste, mais qui est très bien écrite narrativement. En fait, chaque épisode... il y a 3 niveaux de narration. Ça commence par une voix off un peu abstraite qui parle d'un dilemme. Et on voit les images de la vie quotidienne donc des médecins de Grey's Anatomy. Ensuite, il y a un cas clinique qui, d'une autre manière, va illustrer ce dilemme du personnage principal, mais on le comprend progressivement, sauf quand on a vu déjà 5-6 saisons où là, on a compris le principe. Et après, il y a la fin qui, de nouveau avec la voix off, qui remballe le tout et qui nous fait voir ces liens si on ne les avait pas déjà vus nous-mêmes, quoi. Mais je trouve que c'est une série très bien écrite dans ses premières saisons. Il y a un petit côté parabole... Oui, dans cet effet-là. Oui, complètement. Et je sais pas quand je m'en suis rendu compte de ce truc. Quand tu t'en rends compte, tu commences à regarder encore autrement la série. Tu devines ce qui va se passer. Tu veux dire, ah là, ça va être sans doute quelqu'un qui a un problème au cœur. Enfin voilà, il y a plein de... Après, ce qui la rend potentiellement addictive aussi, j'ai l'impression que c'est qu'elle joue aussi sur des genres et des registres très populaires dans la télévision, bon, surtout américaine aussi, mais il y a le côté un peu soap opéra, il y a le drame, il y a la série médicale qui en soi a ses propres codes et c'est toujours assez intense. Puis là, sa créatrice Shonda Rhimes, ouais, c'est ça, elle a rajouté des éléments de rom-com un petit peu dedans, donc ça fait vraiment beaucoup d'ingrédients qui en eux-mêmes sont palpitants, mais tout mélangé à la fois, ça... Oui, c'est ça. Et je pense que les épisodes sont très bien liés les uns aux autres. Enfin, c'est-à-dire, les histoires, c'est beaucoup des histoires d'amour, effectivement, s'arrêtent toujours à un endroit où il faut aller voir la suite. Je pense qu'ils ont vraiment, vraiment fait attention à ce côté addictif. Et pourquoi t'as arrêté ? J'ai arrêté quand Derek est mort. C'était trop triste. C'était trop. Je me dis, non, il y avait déjà eu 2-3 morts. Un peu trop, un peu difficile à avaler. Et là, je me suis dit, non, il tue tout le monde, j'arrête. Bon.
Bon, alors on va rester à l'hôpital maintenant, mais dans un tout autre registre, parce que tu travailles à partir d'images au sein desquelles les femmes se mettent vraiment en scène, et on se demandait si tu pouvais nous conseiller un portrait ou un autoportrait de femme qui t'a marqué récemment en fiction ou en documentaire. Et là, tu nous as choisi un film qui fait les deux, finalement. C'est Notre corps de Claire Simon. Oui, c'est vrai, mais j'avais pas vu la transition avec l'hôpital, j'ai pas fait exprès. Euh, Et merci pour cette transition offerte sur un plateau. C'est vrai. Bah oui, c'est un film qui est sorti là très récemment, que j'ai trouvé très beau et très fort quand je l'ai vu. Alors, j'ai pas vu la version finale du film parce qu'il se trouve que j'ai un peu travaillé avec Claire Simon après la Fémis. Et du coup, là, j'avais vu une version de montage pour faire des retours. Mais c'était déjà très proche de la fin du montage. Donc, je pense que j'ai dû voir une version un peu plus longue. Sachant que le film fait 2h30 ou presque 3. Il est long, oui, il est long. déjà. Ouais, je pense que c'était bien 3 heures que j'avais vu aussi. Et oui, je trouve que c'est un film qui, pour la question du c'est un portrait de plein de femmes et plein de corps de plein de femmes et qui complètement intergénérationnel, puisque le projet, c'est d'aller dans un hôpital, dans les services où il peut y arriver des choses aux femmes médicalement, quoi. Donc ça va de l'avortement à la grossesse, au cancer. Il y a l'endométriose, la procréation assistée, et puis la mort. On a vraiment toutes les étapes. Et en plus, en plein milieu du film, la réalisatrice elle-même met son corps en jeu puisqu'elle devient elle-même patiente de cet hôpital et donc sujet de son film parmi les autres femmes. Donc c'est un film qui illustre complètement, je trouve, le principe de la sororité aussi. Et c'est un film très étonnant, qui montre des choses qu'on n'a jamais vues aussi. Même justement sur des images qui sont des images dans mon souvenir alors je sais pas techniquement ce que c'est, mais il y a un moment où on voit une fécondation, il y a un médecin qui met, je sais pas comment, il a sa micro-seringue et j'ai fait des études de lettres, donc je sais pas, et il féconde en fait lui-même dans une pipette dans une petite boîte, je sais pas. Et en film. fait, on voit ça sur l'écran qui, bien sûr, multiplie par je sais pas combien cette image. Et du coup, je me souviens d'un plan où on a cette image plein écran, où on voit donc la fécondation en train d'avoir lieu. Et il y a le doigt du médecin qui vient par-dessus et qui montre ce qui se passe. Et donc, d'un coup, juste ce plan, en fait, raconte une histoire de la médecine assez ramassée comme ça. Et c'est assez joli aussi parce que je trouve que Claire Simon arrive très bien à jouer de sa place de documentariste justement en passant derrière la caméra, ce qui est très très rare, voire peut-être pas inédit, mais en tout cas vraiment pas très fréquent. Parce que la place de documentariste souvent est compliquée vu qu'on va... On prend du temps et de l'énergie aux gens qu'on va filmer sans les rémunérer. Il n'y a pas du tout de cadre de fiction. Et là, elle se met à la même place que ces femmes-là qu'elle filme et dont elle prend des bouts de vie. C'est assez beau d'avoir réussi cette espèce de retournement-là. Oui. Dans ces films, généralement, Claire Simon est quand même présente un peu par la voix. On l'entend souvent puisqu'elle filme elle-même, donc on l'entend s'adresser aux gens, etc. Contrairement par exemple à Wiseman, qui est complètement invisible dans ses films. Et là, c'est vrai que pour la première fois, ou une des premières fois, elle rentre dans le film, et en plus, elle y rentre d'une manière tragique, en fait. C'est pas anodin ce qu'on lui diagnostique. C'est ça, et puis c'était pas prévu. C'est-à-dire que c'est vraiment pendant le tournage, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait un cancer. Et donc, d'un coup, tout le film bascule, et le film aurait sans doute été très, très bien aussi sans sa maladie à elle. Mais c'est vrai que d'un coup, c'est quelque chose d'inédit qui se passe pendant qu'on regarde le film. Et c'est un portrait, du coup, d'elle-même aussi, en tant que femme et réalisatrice, qui se dessine en plus de toute cette galerie de portraits. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning. Carte blanche à notre invité Gabriel Stemmer,
avec le film de Charles Laughton, La nuit du chasseur. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. Et c'est vers la fin du film, et je l'ai appelé la scène de battle de chant entre Powell et Mrs. Cooper, parce que c'est le moment où donc on a le pasteur qui vient menacer le foyer, encore un foyer défendu donc par Mrs. Cooper, et il chante sa chanson qui est faite pour attirer notamment les jeunes filles. On a une jeune fille qui se réveille et qui commence à descendre. Et on a pendant tout ce temps-là Mrs. Cooper qui a son fusil dans une image qui emprunte beaucoup au western. Elle est sur son Porsche, il y a une vitre entre eux, mais elle est sur son Porsche, sur un fauteuil à bascule, et elle se met à chanter la même chanson, mais les vraies paroles, je pense que ce sont les vraies paroles, je ne suis pas allée voir, donc, où elle mentionne Jésus, alors que lui a enlevé Jésus, puisque lui, c'est le diable. Et donc... on a leurs deux voix qui se mêlent et qui se battent en fait pendant qu'ils sont complètement immobiles, et c'est vraiment vers la fin du film, donc c'est le combat final entre le bien et le mal. Et je l'ai cité surtout parce que c'est un film pareil que j'ai vu pas assez jeune, mais je veux dire qui est un des films fondateurs de ma cinéphilie. Je voulais réussir à le placer, et c'est un film assez parfait aussi dans sa forme, c'est-à-dire qu'il est très expérimental par plusieurs aspects, notamment si on compare au cinéma hollywoodien des mêmes années, et qui emprunte à des tas de genres en fait cinématographiques ou même littéraires, mais d'une manière très cohérente, parce que les cadres sont très précis, l'image est très belle, il y a un gros travail du noir et blanc. Et dans cette scène, c'est le western en fait qui est la forme empruntée et qui rebrasse aussi toute la thématique des films américains, avec justement la femme qui défend son foyer. Là d'ailleurs c'est une femme, ce qui est plutôt rare, mais c'est donc une vieille femme qui défend son foyer. Lui il a passé la barrière, donc il a pénétré dans la propriété privée, donc il est déjà en faute. Et il y a le moment où la scène bascule, c'est un effet où en fait il y a un plan qui réunit les deux personnages, puisque lui est en arrière-plan, il y a une vitre, et elle est au premier plan. Et quand la jeune fille descend avec sa bougie, elle masque la vitre. Et quand la buée s'en va, le gars a disparu. Et donc c'est là que la panique se joue. D'ailleurs, dans un second temps, puisqu'il me semble que d'abord, ça reste très calme, et il y a une scène très bizarre avec une chouette qui mange un lapin, voilà, et qui bien sûr représente de manière pas très fine ce qui est en train de se jouer. Mais c'est un film qui joue beaucoup des symboles et des animaux aussi. Et donc on a toute une scène de chasse, toute une scène, c'est très court, et c'est surtout 3 ou 4 plans assez précis, quoi. Et voilà, et il y a la suite qui va se passer, mais c'est pas la chouette qui va gagner dans la suite. Et justement, moi, ce que je trouve assez étonnant dans cette scène, c'est qu'il y a quelque chose de très calme, de très doux avec ce chant. Mais comme pour Jeanne Dielman, comme pour Reality, il y a une tension. Il y a quelque chose qui se crée, alors qu'on a, dans les apparences, quelque chose d'extrêmement doux et de très très beau. Le chant qui chantent tous les deux en canon. Oui, c'est un duo aussi, en fait. Voilà, j'ai dit que c'était un battle, mais qui devient duo. Donc effectivement, c'est un moment très doux. T'as raison. Et c'est vrai que c'est une scène, je m'étais pas rendu compte, mais oui, c'est des scènes de tension, mais il est là comme tu dis, il est dans la propriété. Après il disparaît, on est presque dans un film d'horreur complètement.
où le méchant a disparu. Et on ne sait pas où il est. C'est ça. Et c'est vrai que juste après cette disparition, elle se lève. Donc, il y a une rupture, c'est-à-dire dans le mouvement, quoi. D'un coup, c'est rapide. Mais le plan ne bouge pas du tout. Et ensuite, il y a ces 2 plans, 3-4 plans sur la chouette et le lapin qui sont un peu la réponse cinématographique à cette tension qui décale. Et le film est très surprenant formellement à ce genre d'endroit. Je trouve que le film, pour rebondir sur ce que tu dis, il est toujours surprenant et aussi dans sa dimension sonore. Oui. La musique est tout le temps importante. Donc il y a cette chanson qui est une espèce de petit psaume aussi. Enfin, il y a vraiment... et ça l'emmène un peu comme ces images d'animaux vers quelque chose de très très mystique aussi. Oui, et puis cette séquence, quand on voit la jeune fille qui se réveille, elle est aussi, il y a une sorte de triangle au-dessus d'elle, un truc assez impeccable et comme un rayon mystique. Enfin, voilà. Ouais, ça l'amène même vers une sorte de religiosité Oui, assez... mais qui est très très présente dans tout le film aussi, qui est une sorte de parabole. Il y a la scène aussi où les enfants sont dans un canot qui dérive et la petite fille chante une chanson, pareil, qui est pas du tout mixée comme la petite fille chante une chanson, mais qui est ça prend une place énorme et on voit des tas d'animaux complètement qui regardent mais qui sont pas du tout mis dans le plan, enfin dans le décor. C'est des inserts qui font très faux d'un gros crapaud, je sais plus ce qu'ils regardent. Une araignée, la fameuse araignée. Oui, ça avec la toile. Il y a aussi une chouette, je crois, à ce moment-là d'ailleurs. Et c'est voilà Moïse. Enfin, il y a dans plein de séquences des grosses références bibliques, effectivement. Et de toute façon, il s'agit d'un pasteur. Mais c'est marrant, on revient toujours aussi, enfin j'ai l'impression en t'entendant en parler, à ce malaise. Enfin... non, mais c'est vrai. Mais de toute façon, c'est en lisant la question sur le cringe que vous m'aviez faite que je me suis rendu compte que mes films étaient cringe. J'avais jamais vu qu'ils avaient ça en commun. Et donc c'est pas étonnant finalement qu'effectivement je me sois retournée aussi vers des extraits qui jouent de ça. Mais c'est aussi, je pense que le côté cringe malaisant se dévoile quand on le revoit. Enfin, nous on l'a beaucoup revu cette séquence et plus on la revoit, plus en effet, au départ on se dit waouh, qu'est-ce que c'est beau, enfin les plans sont magnifiques, la chanson est très belle, enfin tout est, enfin c'est une peinture religieuse. Et après, plus on le passe, et plus on est là, genre, wow, c'est quand même hyper chelou ce qui se passe. Oui. Oui, c'est ça, un peu comme une belle pomme avec un verre dedans, finalement, pour reprendre des symboles. Oui. D'ailleurs, c'est le début du film, hein. C'est une petite peluche, et dedans, on a fourré des billets et qui ont été volés. Donc, c'est que ce qui est caché derrière les apparences qui se joue dans le film. Alors, peut-être qu'on va sortir du malaise et du cringe, ou pas d'ailleurs, mais... Lorsqu'on t'a posé la question du film Refuge, tu nous as dit un classique hollywoodien des années 40-50, de façon un peu large. Vague, un peu large. Donc, est-ce que tu penses à des films en particulier ou est-ce que c'est vraiment cette époque-là qui, pour toi, est un refuge ? Je pense que c'est vraiment cette époque-là, mais parce que c'est des films que j'ai... C'est parmi les premiers films que j'ai vraiment regardés en masse, on va dire. Effectivement, moi, c'est vraiment vers 14-15 ans que j'ai commencé à regarder beaucoup de films. Et en fait, ce sont des films que je trouve très réconfortants parce que c'est le moment où les codes se mettent en place. Et donc, c'est des films sur lesquels il n'y a pas besoin d'être sur ses gardes. C'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer souvent, ou pas, mais en tout cas, on sait qu'il n'y a pas de... Il y a aussi toute la censure à ce moment-là, donc on sait qu'on ne va pas avoir un plan horrible qui va nous sauter au visage. On sait comment les raccords marchent, les plans sont très, très codés, souvent c'est un peu raté d'ailleurs. C'est pas des films qui essaient de mimer non plus la réalité, je trouve. C'est-à-dire, c'est très proche du théâtre encore, finalement, dans le jeu des acteurs, dans les faux décors, voilà. Et après, il y a quand même des films, plus précisément, les films de, je sais pas, Laura d'Otto Preminger, c'est un film que j'ai vu plein de fois, que j'aime beaucoup voir. Pour le coup, c'est pas un film prévisible, il y a un twist, mais... c'est vrai. Les films de Lubitsch, de Mankiewicz, tout ce cinéma-là, voilà, avec toutes les grandes stars hollywoodiennes qu'on retrouve de film en film, complètement inchangés aussi, où ils sont pas vraiment grimés particulièrement. Donc ça aussi, je trouve ça réconfortant de revoir toujours les mêmes visages et d'être confortable dans... Enfin, on a des repères, quoi.
Et est-ce que tu as, de cette époque, un genre de prédilection? Tu citais par exemple Lubitsch, c'est aussi les décennies de Billy Wilder, Oui. qui font des comédies Oui, c'est vrai. Oui, assez oui. enlevées. J'aime beaucoup Billy Wilder, notamment certains M shows, mais mon genre préféré, c'est le polar. Ouais, j'adore les films noirs. Donc tu as quand même envie d'être surprise malgré tout, il y a un cadre... Ouais, mais on devine toujours, on sait toujours. Justement, c'est genre, comment est-ce que tout le monde va se rendre compte? C'est comme dans Columbo, quoi. Columbo, ça commence par le meurtre où tu vois qui a fait le coup, et après, tout l'épisode, c'est Columbo qui est... On va voir comment Columbo trouve qui c'est. Mais nous, on sait, en fait. Je trouve que souvent, moi, je devine dans les... Voilà, des fois, je me suis sans doute trompée, mais il n'y a pas de... C'est pas une enquête pour tout le monde, quoi. On est un peu en dehors. Mais oui, quand je suis surprise, j'aime encore plus. J'adore quand j'ai pas vu les trucs venir. On t'a posé une petite question bonus, parce que normalement, on s'arrête toujours au film refuge. Et là, on s'est dit, on avait une question qu'on voulait te poser, mais qu'on n'arrivait pas à caser dans notre questionnaire, puisque tu parles beaucoup de foyer, beaucoup de chez soi. Et on t'a demandé s'il y avait un film où tu te sentais comme à la maison. Et là, tu nous as cité On connaît la chanson de Alain Resnais, qui correspond à toutes tes réponses, en même temps, qui fait plaisir à la fin, quoi. C'est la petite cerise sur le gâteau. C'est ça, sans doute que j'aime me sentir bien à la maison, donc c'est un film dans lequel je me sens bien. C'est aussi un film qui parle beaucoup de maison, puisque toute l'histoire, c'est qu'il faut trouver un appartement pour Bakri. Et puis il y a Sabine Azema qui achète son appartement piège aussi. Donc il y a beaucoup de maisons, c'est aussi pour ça que je me suis dit, tiens, ça collerait. Mais oui, c'est un film pareil, que je trouve très réconfortant. En fait, ça marchait aussi comme film refuge. Il y a tout, en fait. Il y a une famille d'acteurs que j'ai vu dans plein de films, encore une fois, qui sont réconfortants, je trouve. Il y a des chansons qu'on connaît, donc il y a un côté aussi très familier. Et c'est un film très drôle aussi. Moi, je le trouve vraiment très drôle. Et pareil, plus on le voit, plus ce truc de la maison aussi, Tu repères des trucs nouveaux. Oui, c'est ça. Avec, des liens entre les séquences, etc. Tu le revois souvent? Celui-là, oui. Je le revois souvent. Et je l'ai même utilisé pour... quand je suis rentrée à la Fémis, au début, pour se présenter les uns les autres, on doit choisir une petite séquence, et puis on te dit après pourquoi on l'a choisie. Et moi, j'ai pris une séquence de... On connaît la chanson. En l'occurrence, j'avais pris la séquence où Agnès Jaoui se sent mal et elle chante Résiste avec Sabine Azema, puis elle descend dans un escalier qui devient de manière surréelle son sujet de thèse, qui est Les Chevaliers de l'an 1000 du lac de Paladru. Bravo d'avoir retenu l'intitulé en entier. Et surtout, et après ça, je ne l'ai pas vu, justement, c'est un truc que j'ai découvert, et tout le monde lui tend après un énorme morceau de sucre qui doit faire 30 cm, parce qu'il y a un running gag où chaque fois on lui dit de manger un sucre quand elle se sent mal. Et j'avais montré cette séquence parce que voilà, je trouve que c'est un film qui me ressemble, parce que j'aime bien les choses drôles, j'aime bien quand c'est pas tout à fait réaliste, et surtout je me destinais à une carrière plutôt de thèse avant de faire la Fémis, donc c'est un peu la Fémis qui m'a sauvée de la situation d'Agnès Jaoui, donc c'était pour ça que j'avais utilisé cet extrait. De la dépression. C'est ça. Bon, c'est super, merci beaucoup Gabrielle. Merci à vous. J'en profite juste pour rappeler à nos auditeurs et auditrices que s'ils souhaitent nous soutenir, ils peuvent parler de ce podcast et le partager autour d'eux, mais également nous soutenir financièrement sur Patreon, et qu'en échange, ils auront accès à tous les épisodes en avant-première, à des revues de presse de chacun de nos épisodes, ainsi qu'à des pastilles inédites. Et je termine en remerciant nos Patreons, ainsi qu'Élodie Imbeau et Pierre Sénécal pour leur aide, et Gabriel Régnier, comme toujours, pour sa musique.